Eh bien, bonjour, je suis très très content de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle étude, une nouvelle réflexion autour de nos vidéos des mystères de l'histoire, car vous savez que maintenant ma chaîne est devenue les mystères de l'histoire et je vais donc aborder plusieurs sujets qui sont un peu différents les uns des autres, pas forcément en effet sur Rennes-le-Château, et entre autres je vais essayer parfois de vous emmener sur des sujets un peu étonnants, mais qui font partie des mystères de l'histoire et qui ont souvent été des outils extrêmement importants dans l'histoire, dans le passé de nos ancêtres et de nos ascendants. Et bien aujourd'hui, je vais vous emmener sur un autre chemin, un chemin que l'on prend assez peu en général, c'est celui des arts divinatoires, ou du moins d'un art divinatoire aujourd'hui, c'est celui de la géomancie. Alors la géomancie, qu'est-ce que c'est? C'est un art divinatoire extrêmement ancien, qui remonterait à plus de 5000 ans, d'après certains historiens, puisqu'il semblerait qu'on retrouve des symboles géomantiques sur les pyramides de Gizeh, et notamment sur la pyramide de Khéops. Donc les deux grandes sciences anciennes humaines des arts divinatoires, vous les connaissez, c'est donc l'astrologie, puisqu'on sait que les Perses la pratiquaient déjà il y a plusieurs milliers d'années, et plusieurs milliers d'années souvent avant l'époque moderne, donc c'est après la naissance du Christ, et la géomancie. Alors, quelle est la différence? Eh bien, l'astrologie, vous le savez, elle va regarder les étoiles, elle va regarder le positionnement des étoiles, leurs mouvements, ces mouvements les unes près des autres, ces mouvements qu'elles impliquent par rapport au zodiaque. Le zodiaque est l'ensemble de ces constellations qui entourent la Terre, la fameuse chaîne du zodiaque que tout le monde connaît et qui permet de faire l'horoscope avec les 12 signes. Et bien la géomancie, elle va être un peu l'astrologie de la Terre, alors que la précédente était l'astrologie du ciel. Ah, pourquoi l'astrologie de la Terre? Tout simplement déjà dans son nom, géomantia, la divination par la Terre, le vrai sens il est là. Donc on voit qu'on va les deviner par la Terre. Alors comment allons-nous deviner par la Terre? Est-ce que nous allons nous mettre à faire des pâtés de sable? Est-ce que nous allons nous mettre à prendre de la Terre, la jeter dans l'eau, la secouer, la jeter par terre, pour voir si des dessins particuliers se présentent à nous, auxquels nous pourrions y donner un sens? Eh bien pas du tout. Pas du tout, nous allons être beaucoup plus simples que ça. Nous allons pratiquer, du moins à l'époque, les gens pratiquaient ça sur le sol. C'est-à-dire que la géomancie, c'est un système qui est très particulier et qui a tendance à fonctionner, je dirais, comme un ordinateur moderne. Ce qui est paradoxal quand on voit l'ancienneté de cette science divinatoire, puisque, en effet, elle va savoir nous répondre par oui ou par non. Le peut-être n'existe pas, ou la tendance, je dirais, à essayer d'interpréter les choses, c'est pas possible. C'est oui ou c'est non. C'est bon ou c'est mauvais. C'est 1 ou 0. C'est marrant, ça nous rappelle quelque chose. Et comment fait-on ça? Eh bien, alors, évidemment, de nos jours, nous n'allons pas nous mettre dans le bac à sable en bas de votre immeuble ou dans votre jardin, devant un beau parterre de fleurs. Non, non. Maintenant, on va prendre ce qu'on appelle une feuille de papier, un stylo, et on va se concentrer sur une question. Et nous allons, lorsque l'on veut faire une étude géomantique, un thème géomantique, ça y est, le nom est lâché, vous voyez que les corrélations entre l'astrologie et la géomancie sont relativement proches, et bien lorsque nous voulons faire un thème géomantique, nous allons faire la géomancie parce qu'on se pose une question. C'est une question qui nous vient à l'esprit et auquel on veut une réponse soit par oui, soit par non, soit vrai, soit faux, soit possible, pas possible. Alors, comment ça se produit? La personne va donc commencer par écrire sa question sur une feuille de papier, c'est très important, ça permet de la rendre physique, réelle, de se concentrer dessus, et cette personne va devoir se concentrer. Et pendant tout ce temps de concentration, elle va, avec son stylo, générer des traits sur une feuille de papier. Elle va générer jusqu'à 16 lignes de traits sur cette feuille de papier. Une fois que ces 16 lignes de traits auront été faites, eh bien nous allons revenir un peu sur un système binaire. C'est-à-dire que nous allons nous regrouper l'ensemble des traits qui ont été faits par paire. Et à la fin du compte, on aura au bout de chaque ligne de trait une somme. Et cette somme, c'est l'avantage des chiffres, sera soit paire, soit impaire. Regardez comment ça se passe dans la réalité. J'ai donc pris une feuille de papier sur laquelle j'ai écrit le sujet de la question, et avec mon stylo, je vais commencer à réaliser mes lignes de traits. Elles sont donc au nombre de 4 lignes.
d'une façon parfaitement aléatoire. Et nous allons ainsi faire plusieurs blocs. Nous allons aller jusqu'à 4 blocs qui se font toujours de la même façon que le premier bloc. Nous allons donc arriver ainsi à avoir une totalité de 16 lignes qui vont me permettre de continuer et d'avancer par la suite sur mon sujet. Une fois mes traits jetés, je peux les regrouper de façon paire ou impaire, et ceci sur chacune des lignes. Je vais donc réaliser cela sur l'ensemble de mes blocs, en prenant soin de m'assurer de la parité de chacune de ces lignes, car comme vous le verrez, ça a une importance majeure. Je fais donc ça maintenant sur l'ensemble des blocs. Et je peux ainsi commencer à étudier la parité de ce qui sera dans quelques instants le thème géomantique. J'ai donc constitué mes 16 lignes de traits et vous avez vu que à la fin de mes 16 lignes de traits, j'ai réussi à regrouper ça par des chiffres pairs ou impairs. Alors c'est bien, maintenant j'ai des chiffres pairs ou impairs, à quoi ça me sert? Sachant qu'on est dans le symbole. Donc j'ai besoin de symboliser ces sommes de points qui sont pairs ou impairs. Alors c'est simple. Si ma somme de points est paire, je vais y dessiner au bout 2 petites étoiles. Si ma somme de points est impaire, je vais y dessiner une étoile. Sur mes lignes vont apparaître différents types d'étoiles. Nous avons donc 4 groupes qui vont se dessiner. Et bien, si vous regardez bien, ça nous représente des petits dessins. Et bien, ces quatre premières lignes qui représentent chaque fois, enfin ces 4 lignes qui représentent chaque fois une figure, c'est ce qu'on appelle des figures géomantiques. Et ces figures géomantiques, celles que l'on vient de dessiner, sont les figures mères du thème. C'est-à-dire que c'est l'essence même de la question qui a été posée lorsque l'on a jeté nos points. C'est presque une synthèse de ce qui s'est fait. Eh bien, de ces figures, nous allons les prendre et les mettre dans un écu géomantique, un peu identique à celui que vous êtes en train de voir à l'écran. On appelle ça un écu parce qu'à l'origine, il a été dessiné sous la forme d'un écu, probablement l'influence occidentale qui avait repris cette science, mais on peut aussi le faire dans un carré à partir du moment où le nombre de cases, comme vous le voyez, est respecté. La géomancie permet la construction en totalité de 16 figures géomantiques. 16 figures géomantiques, et si vous voulez, je vais vous les faire voir les unes derrière les autres, je vais vous les nommer parce qu'elles portent un nom, et ce qui est très intéressant dans ces figures géomantiques, c'est qu'il y a toujours le contraire de l'autre. Le bien, le mal, le blanc, le noir, le pour, le contre, enfin après, le vrai, le faux, on peut toujours, en tout cas, mettre 2 figures en antagonisme. Alors, ces figures géomantiques, les voici maintenant à l'écran. La première figure géomantique que vous voyez, c'est Via. On l'appelle Via parce que ça symbole la route. La seconde, c'est Populus, le monde, le peuple. Ensuite, vous avez une qui s'appelle Coda Draconis, qui est la queue du dragon, et évidemment, qu'est-ce qui se pose à la queue du dragon? Eh bien, la tête du dragon, Caput Draconis. Ensuite, vous avez le garçon, Puer, qui symbolise la partie masculine. Et Puella, qui est son opposé, représente le côté féminin. Ensuite, nous allons avoir la prison, carcère. Et comme vous le voyez, ça ressemble à un cercle fermé, comme si on était enfermé au sein de ce cercle. Et vous avez conjonction, la conjonction, qui permet l'ouverture, si je puis dire, vers un autre. Ensuite, vous avez Fortuna Minor. Son nom veut tout dire, c'est la petite fortune, qui est plutôt positif dans un signe, dans un thème. Et évidemment, à l'opposé, vous avez la grande fortune, Fortuna Major. Ensuite, vous avez Rubeus. Rubeus, qui est le rouge, qui symbolise une forme de puissance. Et Albus, qui est son contraire, lui, ou elle,
symbolise le blanc. Nous arrivons enfin à Tristitia. Tristitia qui est la tristesse. Et vous voyez que la figure géomantique qui la représente presque une fosse, comme quelque chose qui tomberait. Enfin, Laetitia, elle, Laetitia c'est la joie, c'est l'ouverture vers le haut, c'est l'espoir. C'est peut-être en effet l'espoir de la connaissance, d'où cette notion de flèche. Ensuite, vous avez Amicio qui est la perte, qui est ce qui représente peut-être quelque chose de plus terrible quand on pose une question. Et enfin, Acquisitio qui est l'acquisition. Nous venons de voir les 16 figures géomantiques qui peuvent être constituées par les jets de points qui ont été faits au départ. Et vous allez voir que maintenant, les 4 figures mères que nous avons, nous allons les placer dans l'écu géomantique. Nous voici devant notre écu, et maintenant je vais donc dessiner la première figure mère qui se positionne dans ce que l'on appelle la maison 1. Ensuite, je vais donc procéder à l'installation de la figure mère, la deuxième, dans la maison 2. Puis maintenant, la troisième figure mère dans la maison 3. Et nous renouvelons l'opération pour la quatrième, que l'on place donc dans la maison 4. Nous allons maintenant constituer ce que nous appelons les figures filles qui sont issues des mères, puisqu'en effet, les mères engendrent les filles. Et nous allons procéder en prenant pour la première figure fille l'ensemble des têtes de toutes les figures mères. Ceci se fait évidemment dans un ordre bien précis. Nous allons maintenant créer la deuxième figure fille avec ce qu'on appelle les poitrines de chaque figure mère, et donc nous la reportons dans la case appropriée, c'est-à-dire ici la maison 6. Et nous allons donc avoir la figure Caput Draconis, la tête du dragon. Nous procédons maintenant à la création de la troisième avec l'ensemble des ventres de toutes les figures mères. Et donc là, je l'installe dans la maison 7. Et évidemment, nous allons donc voir apparaître la figure Puella, qui est la fille en maison 7. Maintenant, nous constituons la dernière figure fille avec les pieds de l'ensemble des 4 figures mères. Et nous l'installons dans la maison 8, qui nous donne ici la figure Acquisitio. Nous allons maintenant procéder à la création d'autres figures qui sont dans les maisons 9, 10, 11 et 12, qui sont ce qu'on appelle les figures nièces. Et ces figures nièces sont constituées par la somme géomantique de 2 figures mères à chaque fois, ou de 2 figures filles à chaque fois. Ainsi, nous avons donc 2 plus 1, ça va donc nous donner 3. 3 étant un chiffre impair, nous allons donc mettre une seule étoile. Nous procédons de la même façon avec, je dirais, les poitrines, puis les ventres des 2 premières figures mères, et enfin les pieds. Et nous avons donc, comme première figure nièce, Populus. Nous faisons la même chose pour la deuxième figure nièce, en maison 10, avec la somme géomantique des têtes, poitrine, ventre et pieds des figures mères positionnées en 3 et 4. Ici, nous avons donc Tristitia. Nous allons procéder maintenant à la construction des 2 autres figures nièces, en prenant d'une part d'abord les mères de la maison 5 et la maison 6, et nous procédons toujours à la somme géomantique. Donc dans le cas précédent, nous avions 2 plus 2 égale 4, donc un chiffre pair, donc 2 étoiles, et nous allons continuer à procéder ainsi pour la création de la troisième figure nièce, qui nous donne ici la figure Populus. Nous procédons maintenant à la création de la dernière figure nièce, toujours avec une somme géomantique. Et donc ici, 1 et 1, nous faisons 2. Nous avons donc un chiffre pair, nous avons donc mis 2 étoiles. Nous reprocédons la même chose pour le ventre de cette figure nièce. Et enfin, les pieds de cette figure nièce, nous avons la figure Tristitia.
Nous allons maintenant procéder à la création de ce qu'on appelle les témoins. Les témoins sont importants et nous allons procéder de la même façon que pour les figures nièces, avec la somme géomantique, mais des 2 figures nièces précédentes. Donc voilà, nous avons eu d'abord un chiffre impair, puis encore un autre chiffre impair, et là nous avons un chiffre pair qui nous donne donc ici la figure Coda Draconis. Nous procédons ainsi et de la même façon pour le témoin gauche. Ce témoin gauche est déjà une première synthèse des éléments de la question et nous procédons à une somme géomantique et nous remarquons les résultats par des étoiles correspondant soit à la parité, soit à l'imparité. Nous allons maintenant créer l'élément peut-être le plus important du thème, qui est le juge, qui va nous donner immédiatement une information sur la réponse à la question que nous nous posons. Et nous procédons encore à une somme géomantique pour déterminer si nous sommes sur des chiffres pairs ou des chiffres impairs. Nous voici donc avec la dernière figure qui est le juge qui se présente à nous et qui est ici la figure via la route. Le juge est extrêmement important parce que c'est lui qui amène la synthèse de notre question. Globalement, si je puis dire, si le juge est positif, la réponse est positive. Si le juge est négatif, la réponse est négative. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Le juge est positif, il y a des chances qu'il pleuve. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Le juge est négatif, il risque de ne pas y avoir d'eau. Donc la synthèse de la géomancie est très intéressante puisque vous voyez, nous avons une réduction binaire qui se produit. Alors ce qui est extraordinaire, au-delà du fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas aux arts divinatoires, c'est qu'il y a des hommes, il y a plus de 5000 ans, se sont mis à fabriquer un outil qui finalement fonctionne un petit peu comme un ordinateur moderne. Parce que c'est ça qui est intéressant. Après, je vous dis, on y croit pas. Mais l'idée est de se dire, c'est que cette réduction est une réduction numérique, exactement comme nous pouvons le faire à travers les outils informatiques que nous utilisons au quotidien maintenant. Grâce à ça, nous avons une réponse assez synthétique de la chose. Alors évidemment, l'écu géomantique ne se résume pas uniquement, je dirais, au juge de la question, mais à cet ensemble. Et en effet, chaque figure géomantique dans chaque case représente quelque chose d'important. Et d'ailleurs, l'ensemble des 8 premières cases, les 8 plus les filles, on appelle ça des maisons. Donc on est quand même à 12 maisons. Je ne sais pas si vous voyez, 12 maisons, ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui pratiquent l'astrologie. Et chacune de ces cases, qui part de la première, qui est dans là où se trouve la première maison, la première figure mère, jusqu'au bout, eh bien, elles vont quasiment avoir le même sens que les maisons astrologiques. Donc on est bien sur quelque chose d'assez intéressant. Et chaque figure géomantique qui est présente dans une maison va être extrêmement importante, parce qu'elle va donner la tendance de cette maison. Alors, l'idée n'est pas de vous faire un cours d'interprétation de la géomancie aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'ancienneté de cet art divinatoire, qui est très très peu connu, et qui est extrêmement puissant. Donc cet art divinatoire très ancien est un art passionnant. Alors, si vous souhaitez aller plus loin dans la géomancie, après que je vous en ai parlé, parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, ce que vous parlez à vous-même, finalement. Vous allez interroger, vous faites une question, cette question vient de vous-même. C'est-à-dire que finalement, la géomancie vous parle de vous au quotidien, ou en tout cas au moment de cette question. Alors, je vous invite à trouver plusieurs livres. Alors, ils ne sont pas tous forcément faciles à trouver maintenant. Vous avez celui-ci, la géomancie traditionnelle, qui est peut-être la Bible de tout bon pratiquant de la géomancie. Il a été fait par un certain Haji Kambala. Vous le verrez en meilleur gros plan sur cette vidéo, vous le voyez sûrement d'ailleurs. Vous allez aussi avoir le traité de géomancie de Robert Fludd, qui est extrêmement intéressant, hein, donc ça fait partie des livres aussi importants à voir. Vous allez avoir aussi le livre un peu particulier de Francis Varin, qui s'appelle Physique, métaphysique, mathématiques et symbolique cosmologique de la géomancie,
que vous pouvez trouver. Alors je pense que vous les trouvez plutôt d'occasion, hein. Ce sont des livres qui sont extrêmement intéressants et difficiles à trouver, je pense, maintenant. Et puis pour ceux qui sont... je vais citer un nom qui va sûrement en faire réagir certains. C'est la géomancie, un art divinatoire qui a été écrit par un certain Alain Lecairn. Alors Alain Lecairn, ça parle peut-être pas aux plus jeunes d'entre vous, mais Alain Lecairn est souvent cité par un autre auteur, un auteur de science-fiction, passionné par les extraterrestres et de Rennes-le-Château, c'était Jimmy Gueux. Jimmy Gueux qui est peut-être l'écrivain de science-fiction des années 70 à 2000, qui a des personnages récurrents qui l'emmènent dans des aventures assez extraordinaires à travers l'espace, à travers le temps, à travers ce genre de choses. Et il s'entoure toujours de différents amis, ce héros, dont un certain Alain Lecairn, qui est en effet un personnage réel et bien vivant, qui était l'un des amis proches de Jimmy Gueux. Et cet Alain Lecairn, vous voyez, était également un passionné de géomancie. Une autre chose que je vous invite à regarder, moi c'est ce qui m'a fait découvrir la géomancie, c'est Le Trésor de l'île de Pâques. C'est un film assez sympa, qui date aussi des années 70, alors il faut le prendre comme il est. Vous allez y retrouver des actrices célèbres, des acteurs célèbres de l'époque. Tout se passe à l'île de Pâques, vous allez voir, je ne vous en dis pas tout, mais tout commence par une étude sur un écu géomantique pratiqué par un des héros, j'irais, de cette histoire que vous pourrez voir. Je pense qu'on le trouve assez facilement sur internet, Le Trésor de l'île de Pâques, un film des années 1970. Voilà, je vais en arrêter là pour le moment. Je voulais vous emmener, vous voyez, dans un autre monde, celui des arts divinatoires. J'espère vous avoir donné envie d'aller gratter un peu sur la géomancie, voir ce que c'est que cet art divinatoire très particulier. Je vous invite à vous plonger dans les bouquins que je vous ai cités, et surtout le premier, hein, celui-ci, qui est vraiment l'outil de base du géomancien, la géomancie traditionnelle de Haji Kambala. Vraiment, c'est un outil passionnant. Il a été longtemps ma Bible pour travailler. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous vous amusez un petit peu. Je vous emmènerai de temps en temps comme ça voir certaines sciences, divinatoires. Moi ou d'autres, hein. Peut-être que je ferai intervenir des spécialistes dans certains domaines. Je ne les connais pas tous. Voilà, je vous dis à bientôt. J'étais très heureux de passer un petit moment avec vous. Je vous estime énormément. Prenez soin de vous. Surtout en ce moment avec cette période très complexe que nous vivons. Avec ce fameux coronavirus qui nous a privés quand même de pas mal de liberté. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.